Le destin de Linus Hope, chapitre 6. Le soir même, avant de dîner, Linus reprend contact avec Yosh sur le réseau. Des millions de questions se bousculent dans sa tête à propos de la sphère 2, mais prudent, il se contente de taper. « Salut Yosh, quoi de neuf pour toi ?» 20 secondes plus tard, la réponse s'affiche. « Aujourd'hui, j'ai vu ma psychologue. Elle m'embête. Elle me fait faire des jeux de gosse. Je lui dis que ça me casse les pieds depuis le temps. Et toi, tu as aussi une psychologue ?» Non, répond Linus. Il paraît que je n'en ai pas besoin. Pourtant, en ce moment. Heureusement, j'ai mon copain Shem. C'est une tête de lard, mais il m'écoute quand même. Pourquoi n'envoies-tu pas promener ta psychologue? Je suis obligée d'y aller. Elle dit que sinon, je vais être envoyée chez les fous. C'est à cause de mes colères. Je fais des colères terribles des fois. Par exemple, je jette mes affaires par la fenêtre. Quand ça tombe du 6e étage, les voisins sont mécontents. Linus ouvre de grands yeux et fait la grimace. Et si Yosh avait vraiment un grain? Qu'est-ce qui te met en colère demande-t-il. Plein de choses, écrie Yosh. Surtout quand je vois mes parents. Ils sont malheureux et toujours fatigués de leur travail. Je trouve que c'est pas bien de travailler dans la zone industrielle, mais ils sont obligés, comme moi, pour la psychologue. Avec qui tu parles demande soudain Mig dans le dos de Linus. Linus sursaute et se retourne furieux. Tu pourrais frapper avant d'entrer, merde. Je venais te dire que nous passons à table, dit Mig en se tordant le cou pour voir l'écran. Encore un de tes petits secrets? Décidément, je trouve que tu as changé, petit frère. Ça doit être l'âge, rétorque Linus avec ironie. Sors de ma chambre, j'arrive. Vexé, Mig quitte la chambre, à grand regret. En la voyant si penaude, Linus s'en veut. C'est triste à admettre, mais Mig est vraiment la dernière personne à qui il irait raconter ce qu'il est en train d'échafauder. Il envoie un ultime message à Yosh pour lui souhaiter bon courage, bonne nuit, et lui fixer rendez-vous sur le FME dès le lendemain. Puis il descend dîner en essayant d'avoir l'air comme d'habitude. Un garçon enjoué, bien dans sa peau, sûr de lui, un garçon plein d'avenir. Au cours du repas, la discussion s'engage au sujet d'une fête que les élèves de l'Institut d'architecture donneront dans un mois. Mig, dont la classe se charge de décorer la salle, évoque avec enthousiasme la fresque qu'elle a réalisée pour l'occasion sur un pan de mur. « Nous avons hâte de la voir, lui assure sa mère. J'apporterai mon appareil photo, ajoute son père. Nous pourrons diffuser la photo sur le réseau. Tu seras peut-être remarqué par un professionnel, qu'en dis-tu? Linus regarde ses parents et sa sœur avec curiosité. Ils ont l'air si heureux, si confiants. Soudain, il demande « Pourquoi tout est si facile pour nous ?» Autour de la table, le silence se fait. « Que veux-tu dire par là ?» demande Madame Hope à Linus. Il pose sa serviette sur la table et se met à la plier tout en parlant. « Je veux dire qu'il y a des gens pour qui les choses ne vont pas aussi bien. Par exemple, ceux qui travaillent dur, qui ont des problèmes avec leurs voisins, ou bien, je sais pas moi, ceux qui ont des enfants qui ne réussissent pas à l'école, par exemple. » Monsieur Hope fronce les sourcils. « Est-ce une façon de nous annoncer une mauvaise note, Linus ?»« Ce n'est pas la question. Je voudrais comprendre pourquoi tout le monde n'a pas la même vie que nous, c'est tout. Maman et toi, vous aimez votre travail, vous gagnez pas mal d'argent, vous vivez dans un endroit sûr, vous... On dirait que tu nous le reproches, s'indigne sa mère. Laisse-le parler, intervint Mig. Vous l'interrompez tout le temps. Au milieu de la table, le plat de ratatouille refroidit. Linus fixe des yeux les tranches de courgettes sans les voir vraiment. Il pense à Yosh. Il se demande comment se passe le dîner chez lui. Après un long silence, il murmure. Moi aussi, je pourrais faire une colère terrible. Il sent les regards de Mig, de ses parents, posés sur lui comme des mains sur un front fiévreux. Il demande encore pourquoi les gens de la sphère 1 ne se mélangent pas avec ceux de la sphère 2. Son père se racle la gorge et s'essuie le coin de la bouche. La société est faite comme ça, Linus. Certaines personnes sont capables de diriger, de prendre des décisions importantes, de concevoir des idées nouvelles ou de peindre des fresques. D'autres n'en ont pas les moyens. En revanche, elles peuvent effectuer des tâches plus physiques, plus manuelles. C'est un échange et un juste partage des tâches. Le classement des uns et des autres en différentes sphères facilite les choses. C'est un gain de temps pour tout le monde. Moi, je crois que tu t'inquiètes pour ton passage devant le grand ordonnateur, soupire sa mère. C'est normal, c'est une étape décisive. Nous sommes tous passés par là. Linus la dévisage. Il sait qu'il n'a pas le droit de la questionner sur la manière dont se déroule l'examen. Depuis qu'il est tout petit, c'est une chose entendue. Personne n'en parle jamais dans les détails. C'est un paradoxe, mais les adultes,
semble presque avoir oublié l'épisode, comme si l'examen en lui-même n'avait pas tant d'importance. Linus demande quand même. Quand tu avais mon âge, est-ce que tu avais peur d'être admise en sphère 2 ? Bien sûr, j'en étais malade. Pourquoi ? Eh bien, je n'aurais pas pu supporter de me retrouver ailleurs, dans un endroit inconnu, avec des gens trop différents de moi. Dès que les zones ont été créées, mes parents ont obtenu le droit de résider en zone protégée. C'est là que j'ai grandi, comme toi, comme Mig. Je savais que ma place était en sphère 1 et j'ai tout fait pour y rester. Linus pose son menton dans ses mains. Il aimerait clore la conversation. Trop de pensées contradictoires tournent dans sa tête. En se forçant un peu, il parvient à sourire. La ratatouille va être froide, s'exclame-t-il. Si on mangeait ?